Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. J'espère que vous m'entendez. Donc, si possible, écrivez dans les commentaires si tout se passe bien, si vous m'entendez. Alors, je me présente. Moi, c'est Martina Ronchi de l'Académie européenne de manga. Donc, la petite vidéo que vous voyez à côté. Ok, ah ben merci. Parfait, vous êtes au taquet. Ok, donc qu'est-ce que c'est? C'est comme le nom l'indique, une académie de beaux-arts qui se concentre sur le manga. Donc du point de vue graphique, on travaille vraiment voilà, 100% manga. En revanche, il y a aussi le côté européen qui est très très important pour nous. Donc on ne va pas vous transformer en petit japonais, tout simplement parce qu'on ne peut pas. Notre but est vraiment de former des auteurs ou des animateurs qui puissent travailler avec la technique japonaise en Europe. Ah, bonjour Pascal, je vois que j'ai des étudiants qui arrivent. Et donc, du point de vue de la narration, par contre, on se détache un petit peu de l'approche japonaise parce que finalement, le manga, c'est de la communication et donc il faut pouvoir communiquer avec votre premier public, qui est en l'occurrence, pour commencer, un public européen. Donc, c'est un petit peu ça le cœur de ce que nous faisons. Donc, graphiquement, Japon, mais du point de vue de la narration, plutôt européen. Donc ici, les images que vous voyez, ce sont nos deux campus. On a des cours introductifs, aussi bien l'été, donc une semaine très très intense où vous vivez sur place, vous vous réveillez très très tôt le matin et puis vous suivez pas mal d'heures de cours. Et puis un cours académique, donc post-bac, un cours vraiment universitaire sur 3 ans, toujours dans donc ces deux campus que vous voyez. Il y a du traditionnel, il y a du numérique. Mais on commence toujours par le traditionnel. C'est un peu ça que je vais vous montrer aussi aujourd'hui. Je vais vous montrer quelques techniques, quelques outils qu'on utilise dans le manga pour les techniques vraiment traditionnelles. Donc, moi, je vais vous présenter un petit peu un programme comme ça. Je vais essayer de vous montrer plusieurs choses. N'hésitez pas dans le chat, puisque je l'ai en face de moi et je peux bien le voir, à me poser des questions. S'il y a vraiment des points que vous voulez voir, c'est l'occasion, posez des questions. Et après, je serai aussi disponible sur Discord jusqu'à midi. Si vous avez des dessins que vous voulez me montrer pour avoir des conseils ou des corrections, voilà, je suis là, je suis disponible. Donc voilà, juste avant de commencer le cours, je vais aussi vous présenter les 2 autres volets de l'école, c'est-à-dire la maison d'édition et la petite boutique qu'on a. Donc, on a commencé à importer le matériel directement du Japon, puisqu'on ne le trouve pas, ou alors on a beaucoup de mal à le trouver dans des boutiques de beaux-arts. Et donc, le matériel que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est du matériel que vous trouvez parfois dans des boutiques de beaux-arts. Et si vous ne le trouvez pas, vous pouvez passer par notre plateforme qui est Manga Tools. Donc, vous avez une description sur Discord. Et aussi, donc, on a une maison d'édition qui s'appelle Oromanga Édition. Quelques-uns d'entre vous connaissent peut-être les séries de manuels qu'on est en train de traduire du japonais et de publier et distribuer en France, Canada, Belgique et ainsi de suite. Et donc voilà, ce sont des manuels qui sont très très denses en informations, mais du coup, vous pouvez travailler avec pendant des années. Donc là aussi, si vous avez des questions par rapport aux livres, aux méthodes et ainsi de suite, il ne faut pas hésiter à poser les questions. Voilà, donc je pense que c'est bon. Je vais peut-être passer à la caméra où on voit un petit peu ce que je fais. Je vais allumer une petite lumière. Ok. Ah, parfait, d'accord. Donc, on va commencer. Je vais juste tester pour voir si on voit bien. Vous me dites si vous voyez ce que je suis en train de faire ou pas. Sinon, je vais prendre un petit stylo. Est-ce qu'on voit? Bon, déjà, je peux peut-être centrer un peu plus. Voilà. Dites-moi, vous voyez un petit peu les traits que je suis en train de faire? On voit un peu? Pas transcendant, mais on voit. Ok. Bon, à la limite, je passerai après avec un petit stylo pour qu'on voit mieux.
Ok, donc je vais commencer par le plus simple, à savoir le dessin du visage. C'est un chat ronron. Ah oui, absolument. On aime bien les chats. D'ailleurs, c'est dans notre logo. Ok. Alors, en général, quand on commence à dessiner, on aime tous un petit peu certains mangas ou certains animés. Alors, on commence en s'inspirant de ces mangas qu'on lit ou de ces animés qu'on regarde. Et ce qu'on fait, c'est qu'on copie un petit peu, ce qui est parfaitement normal. Sauf que quand on copie et qu'on commence, par exemple, le plus simple, dessiner un visage, on commence en dessinant, voilà, comme ça, je commence par l'œil, oh, c'est très sympa, ok, j'ai fait un œil. Et puis, mince, comment je peux faire, du coup, pour trouver mon visage? Où est-ce qu'il va, le menton, à droite, à gauche, un peu plus haut, un peu plus bas? Bon, d'accord, j'ai fait une moitié de visage. Maintenant, comment je fais l'autre moitié? Et où est-ce que je place l'autre œil? Ça devient tout de suite compliqué, en fait, de réussir à avoir un visage, et pour le coup, après, encore pire, un corps qui soit vraiment bien proportionné. Donc, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est un peu une technique de base, mais qui est vraiment très importante. Ouais, premier cours de dessin, très bien. Qui est vraiment très importante pour pouvoir vous détacher, en gros, de la copie. C'est bien de s'inspirer des autres, de plusieurs auteurs. On fait tous un peu ça. Mais à un moment donné, il faut aussi commencer à créer ses propres personnages. Et pour faire ça, on utilise quelque chose qui n'est pas très, très sympa au début, mais après un moment, ça va. C'est-à-dire une sorte de construction géométrique. Vous aurez sûrement vu plein de modèles par rapport, par exemple, au visage, avec des ronds, qu'on essaye de considérer plutôt des sphères, plutôt que des ronds, parce que la tête, elle est un peu 3D en vrai. Donc, vous pouvez avoir un modèle, par exemple, avec une sorte de croix qui descend. Vous pouvez, alors il y en a certains qui font directement une sorte d'ovale pour le visage. C'est plutôt quelque chose qu'on fait en animation parce que ça vous permet d'avoir concrètement toute la base de votre visage jusqu'au menton. Ça dépend de vous. Il y a plusieurs méthodes. L'important est de commencer par une base. Alors, au début, quand on fait ça et qu'on n'est pas habitué, le visage, il a l'air, ou le corps, quand on passe au corps, il a l'air un petit peu, comment vous dire, pas très naturel, si vous voulez. Ce n'est pas forcément très, très sympa au début parce qu'on est fixé sur, par exemple, voilà, comment je fais un visage. Je vais séparer ma sphère en deux. Comme ça, j'ai une première bande et une deuxième. Et puis, qu'est-ce que je fais? J'en ajoute une troisième qui fait à peu près la même taille. Donc, 1, 2, 3. J'espère que vous voyez. Je peux peut-être, voilà, rapprocher la caméra. OK. Oui, voilà, il ne faut pas être méchant envers vous-même. Hein. Donc, même moi, j'ai fait des ronds, ce ne sont pas, ouais, c'est pas parfait. Hein, donc, ne vous inquiétez pas. c'est le début, c'est un croquis, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai une première partie, une deuxième partie, et puis ici, donc si ça, vous imaginez que c'est la sphère un peu du crâne, en bas, on va mettre, qu'est-ce qu'il y a sous le crâne? Le menton, la bouche, les éléments comme ça. Donc, bien sûr, vous pouvez gérer un petit peu la taille de ces zones comme vous le souhaitez. Si vous faites un œuf, voilà, vous avez directement le menton ici. C'est à vous de voir. Ça dépend aussi du personnage, de son âge, du style de dessin que vous avez, tout simplement. Donc ici, ce que je vous montre, c'est un peu une base, et après, c'est à chacun de l'adapter selon son style et selon ce qu'il est en train de faire. Donc une fois que j'ai cette construction de base qui va quand même m'aider, ce que je peux faire, on commence pas par les yeux. Hein. Je sais que c'est la chose la plus drôle à dessiner, mais on va commencer plutôt par le contour du visage. C'est vraiment, voilà, on met un petit cadre par rapport à, pour mettre des éléments dedans. Donc ce cadre, si vous ne savez pas trop comment le faire, l'idée c'est que, vous voyez ici, j'ai un peu un point où, peut-être pas, voilà, ici, hop. Vous voyez qu'il y a le point où la sphère de mon crâne est un peu à son apogée, on va dire. Donc, je ne vais pas rentrer ni aller à l'extérieur, je vais juste descendre ici. Je descends tout doucement jusqu'à la fin de cette zone 2. Et après, ce que je fais, c'est que je vais rejoindre la ligne verticale qui indique un peu la moitié de mon crâne plus bas.
Alors, bien sûr, cette version de gauche, elle est un petit peu dure quand même. Enfin, ça ne me donne pas très, très envie. Mais ça, c'est juste un début. Donc, je vais prendre un stylo, même si ça ne se fait pas, hein, on ne dessine pas au stylo. Mais c'est pour vous montrer avec la caméra. Donc, est-ce qu'il écrit mon stylo? Bien sûr que non. C'est génial. Ok, est-ce que celui-là, ça marche? Oui, parfait. Ok, donc une fois que j'ai cette forme-là de gauche qui est un petit peu dure, tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller un peu l'arrondir. Après, ça dépend du personnage. Par exemple, je pense que vous avez tous remarqué que si je dessine un personnage masculin, il va avoir en général des traits un peu plus marqués, un peu plus carrés par rapport à un personnage féminin. Donc pour un personnage féminin, je vais plus arrondir que pour un personnage masculin. Donc à vous de voir. Je vais faire un être neutre. Donc l'essentiel, c'est que, quel que soit votre choix, ce soit le plus symétrique possible. D'accord? Donc ce que vous faites à gauche ou à droite, vous essayez de le reproduire de l'autre côté. D'accord? Donc ici, par exemple, j'ai fait la partie un peu de la joue un peu haute. Donc maintenant, sur la droite, je vais essayer de refaire la même chose. Voilà, je remonte tranquillement. J'espère que je ne vais pas trop vite. Vous me dites, je vois qu'il y en a qui dessinent déjà, d'autres pour qui c'est la première fois. En tout cas, suivez votre propre rythme et allez-y tranquillement. Ok, c'est parfait, merci. Ok, donc une fois que vous avez la forme de votre visage, plus ou moins arrondi, plus ou moins carré, on va commencer à insérer les éléments à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'on a dans le visage? Les yeux, les sourcils, le nez, la bouche. Et il ne faut pas oublier aussi les oreilles et le cou. D'accord? Donc, pour s'aider, quand on commence, on peut ajouter d'autres guides, en plus de ceux qu'on a déjà ici. Alors, les yeux, en général, ils sont dans la zone 2, plus ou moins haut selon l'âge du personnage et votre style. Oh non, vous êtes déjà perdu. Non, 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 allez-y, courage. Alors, on va séparer cette zone 2 en deux parties. On trace une petite ligne. Cette ligne, en général, c'est la ligne de centre des yeux. Mais vous pouvez aussi l'utiliser comme ligne de base pour poser les yeux dessus. OK? Donc, il ne faut pas hésiter quand on débute à s'aider un petit peu avec ces petites lignes qui vont nous aider justement à placer un œil. Parce que si j'ai juste ça, même avec la forme de mon crâne, et que, voilà, je place un œil voilà, là comme ça, avec le style que vous voulez, après, je peux avoir des difficultés à placer l'autre. Donc, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de problème. On a juste voilà, à prolonger un petit peu cette ligne de base de l'œil ou la ligne du haut, ou les deux. Et bam, je sais déjà au moins quelle taille aura mon œil de gauche. D'accord? Donc, toutes ces lignes-là que je vous montre, c'est pas... voilà, à un moment, on arrête de les placer. Enfin, la croix, en général, on la garde, hein, mais toutes celles-là, on arrête. Mais ça peut vraiment vous aider au début. Et donc, maintenant, la question est de savoir où est-ce que je vais les placer à l'horizontale, mes yeux. Peut-être qu'un certain nombre de vous sont fans de Dragon Ball, de Toriyama, et du coup, ils auront tendance à placer les yeux un peu comme ça, très proches les uns des autres. Par rapport à un visage qui aurait, je sais pas, ce contour-là. Alors ça, c'est un style très, très particulier, mais normalement, ce n'est pas le vôtre, c'est celui de Monsieur Toriyama. Donc, on va peut-être éviter de le copier jusqu'à ce point. Les yeux, il ne faut pas qu'ils soient ni trop près, sinon on a l'impression d'avoir un personnage qui louche, ni trop distant, sinon on a l'impression d'avoir une grenouille. Ok. Donc, ce qu'on va essayer de faire, au moins pour commencer, c'est en fait de prendre notre moitié de visage dans la largeur et la séparer encore en deux. Vous avez juste à descendre et ici, vous trouvez le centre de l'œil.
Bon, je sais, là, pour l'instant, il est inquiétant, mais après, on peut construire autour tout ce qu'on veut. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, j'ai une moitié de visage ici, cette zone-là. Je la sépare en deux, je descends et je trouve un peu le point central. OK? Donc maintenant, ça, c'est le centre. C'est un peu la pupille si vous voulez. Et après, on va construire autour. Voilà, oui, merci. C'est très important de décomposer en forme géométrique pour pouvoir faire quelque chose de vraiment correct après. Donc, ce petit bonhomme inquiétant, après, vous pouvez le modifier quand vous voulez. Vous créez les formes pour les yeux que vous préférez. Il n'y a pas de souci. Chacun son style, chacun son truc. Après, les yeux peuvent être plus ou moins longs aussi. Donc, ça aussi, ça dépend du style. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que je pense qu'en général, c'est vraiment la partie que vous préférez, dessiner les yeux. Chacun a un peu son truc. Donc, si votre œil, il est très long, vraiment grand au niveau de la taille, vous avez juste à prolonger un petit peu, à faire une zone plus large pour votre œil. Si vous voulez faire quelque chose, par exemple, d'un peu classique shoujo. Bon, avec, bien sûr, faut pas avoir peur de mettre un peu d'épaisseur sur les paupières. C'est vraiment ça qui va faire un peu détacher les yeux du reste du dessin. Okay, donc après, à l'intérieur, vous mettez ce que vous voulez, vous faites des hachures, vous faites un dégradé comme vous le sentez. OK? Donc, en général, à l'intérieur de l'œil, on a la pupille, donc un petit point noir, un petit reflet de lumière qui est du même côté des deux yeux. Il ne va pas aller à droite sur la droite et à gauche sur la gauche, sinon ça fait un peu bizarre. Et après, vous vous amusez, vous remplissez comme vous le sentez ou vous ne le remplissez pas, ça va déjà. J'espère que ça va jusque-là. Autre petite astuce, n'hésitez pas à ajouter une petite ligne parallèle juste au-dessus des yeux par rapport au trait que vous avez fait pour les cils. Désolée, là, je fais ça tellement vite que c'est un peu brouillon. Donc, un petit trait comme ça qui va donner vraiment la profondeur de la paupière. Okay, on est toujours sur l'idée de créer quelque chose de 3D, même si le personnage, il est en fait en 2 dimensions. Pour les sourcils, en fait, alors, pour les personnages féminins, on a tendance à les placer un peu plus haut et avoir des traits plutôt fins. Ah, pardon, vous ne voyez pas la ligne? Hop. Je ne sais pas si c'est assez. Donc, je vais la faire en rose. Allez. Voilà, c'est un peu ça. Juste au-dessus des yeux, souvent, dans les mangas, si vous regardez, pas dans les animés parce que c'est un peu compliqué, mais dans les mangas, vous avez souvent une petite ligne au-dessus, voilà, qui vous permet de voir de simuler un peu la paupière, donc vraiment la profondeur de l'œil. Ok, ensuite je vous disais, pour les paupières, non, qu'est-ce que je raconte? Pour les sourcils, vous pouvez donc les placer sur la ligne qui séparait la zone 1 et la zone 2, ou alors un petit peu plus bas pour des garçons, en les dessinant plus ou moins épaisses. Donc souvent, les sourcils des garçons vont être épais, un peu plus épais, alors que pour les filles, on a tendance à dessiner un trait qui est plutôt fin. Donc, vous faites comme vous voulez. Alors, oui, bien sûr, il y a des mangaka qui dessinent des personnages dans un style réaliste, tout à fait. Ça ne change pas la construction. Donc, ce que je vous montre, et après la construction du corps, par exemple, ce sont les mêmes règles. C'est d'ailleurs comme ça qu'on faisait déjà dans la Grèce antique, enfin, pas pour le visage, mais pour les corps, pour faire des statues. Et les statues grecques, je pense que vous voyez tous que c'est très, très réaliste. Donc, en fait, ça, c'est juste une manière de simplifier le visage, mais après, vous avez juste à dessiner, par exemple, bon, je vais effacer ce truc-là. Vous avez juste, par exemple, à dessiner des yeux qui sont plus petits, qui suivent plus la forme de l'œil humain. Hop. Mettre plus de traits. Bon, là, on n'est pas encore arrivé là, mais
on peut tout à fait utiliser un style réaliste avec ce type de construction-là. Ce n'est pas la construction de base, c'est comment vous simplifiez et vous stylisez les éléments que vous mettez dessus. Donc, moins il y a de traits, donc plus le personnage va avoir l'air jeune, ou forcément, si on agrandit un peu les yeux, il fait un peu plus manga que réaliste. Non, je ne dis pas ça, mais si vous regardez Berserk, c'est un manga et c'est tout à fait réaliste. Ou pas mal de shonen, Gantz, trucs comme ça. Donc oui, il n'y a vraiment pas de souci. Le manga, ce n'est pas qu'un style, il y en a plein. Et vous adaptez comme vous le souhaitez, vraiment. Donc juste, le fait d'avoir une construction de base, ça vous permet de ne pas vous tromper, d'avoir quelque chose qui est symétrique, qui est bien équilibré. Et alors là, on est juste en train de faire un visage. Mais quand on part sur un corps, si on n'a pas de construction, c'est très simple d'avoir, par exemple, je ne sais pas, toute la partie du haut du corps qui est énorme par rapport au bas. Et c'est dommage, du coup. Voilà, donc ces types de constructions, on les applique après et chacun avec son style, il en fait ce qu'il veut. Donc, hop, je vais faire l'autre. Voilà. Je continue, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Alors, cette ligne verticale qu'on avait utilisée pour l'œil, on peut aussi l'utiliser pour le cou. Et alors, pour le cou, juste, faites attention. Alors là, aujourd'hui, c'est la galerie des horreurs. Hein, je vous montre tout ce qu'il ne faut pas faire. Le cou, ce n'est pas un triangle, pas un cône, ou... Là, on dirait une bouche d'ailleurs. Il ne fait pas ces formes-là. D'accord? Le cou, c'est un cylindre. Donc, il est droit quand il descend. D'accord? Donc, même quand vous dessinez un visage, essayez de tracer un tout petit peu, au moins le début de la ligne du cou, parce que ça donne un peu de stabilité à votre visage. Donc, vous avez juste en fait à prolonger ces lignes qu'on avait tracées pour nous guider pour les yeux. Bon, après, forcément, il y a aussi des muscles. Il y a le trapèze qui arrive. Et donc, ça ne fait pas non plus ça, le cou, par rapport au visage. C'est pas ça. Ça, c'est pas très joli. Notre personnage, il n'est pas content. Ça va descendre un peu plus, un peu comme un toboggan. D'accord? Mais bon, ça, c'est plutôt quand on va ajouter le corps. Mais donc, vous pouvez, voilà, déjà imaginer un peu quelque chose comme ça. Ok, maintenant, on va placer les derniers éléments. Donc, et voilà, je vais vous montrer aussi que ces lignes qu'on a utilisées pour les yeux, elles vont nous servir pour autre chose aussi. Donc ici, la ligne centrale des yeux, c'est aussi la ligne qui marque le début de l'oreille. Donc, notre oreille, en général, essayez vraiment de prendre un doigt, de toucher le bout de votre œil et puis d'aller vers l'arrière. Donc, d'aller toucher votre oreille avec votre doigt. Je ne sais pas si c'est clair. Normalement, vous voyez que c'est aligné. Ok, donc que de profil, hop, votre œil, il est aligné avec le début de votre oreille. Pas la partie la plus haute, vraiment la partie où ça s'accroche un petit peu. Ok? Ça c'est l'œil. Yeah, je suis contente. Donc, ça, vous pouvez vraiment tester sur votre propre tête avec un doigt, vous touchez et c'est bon. Voilà. Donc, ça aussi pour nous dire que du coup, quand on veut placer nos oreilles dans un personnage, on a juste à faire la même chose. Ça va partir ici, puis ça va dépasser un petit peu. Et puis, même chose, ça descend jusqu'à la ligne du nez. OK, la base du nez. Bon, après, il faut aussi savoir que les oreilles, par exemple, n'arrêtent pas de pousser toute notre vie. Donc, à la fin, on devient un peu des petits bouddhas avec de longues oreilles. Le nez aussi, d'ailleurs, je crois. Donc, selon l'âge aussi du personnage, vous les faites plus ou moins grandes, plus ou moins petites. Non, vous inquiétez pas, vous n'avez pas du tout l'air bête. Quand on dessine, de toute manière, comme on dessine des êtres humains, on a déjà un modèle fantastique, c'est nous-mêmes. Donc, il ne faut pas hésiter. Quand on dessine des expressions, on les fait nous-mêmes. Comme ça, on sent
par exemple, sur notre visage, quelle partie tire un petit peu, quels muscles sont en train de bouger, si on serre les yeux, si on les plisse un petit peu. Donc tout ça, oui, peut-être que si votre maman ou votre copine ou votre je ne sais pas quoi rentre à ce moment-là, ils vont penser que vous êtes un peu bizarre, mais si vous aimez le manga, de toute manière, vous êtes perdu. Donc, je rigole, bien sûr. Okay. Donc, une fois qu'on a placé ça, avec voilà, le style que vous voulez, on a tendance un peu, même dans le dessin de face, à faire ressortir les oreilles. Okay, par rapport à une vraie vision de face. Donc, les personnages, ils sont tous un petit peu Dumbo, effectivement, dans les mangas. Donc, pour placer le nez et la bouche. Alors, il faut savoir que plus la distance entre les yeux, le nez et la bouche est longue, plus elle est importante, plus le personnage va avoir l'air âgé. Donc, un peu adulte, si vous voulez. Donc, si vous voulez faire un enfant, vous aurez un personnage qui a de grands yeux, Bon, je fais juste des ronds. Hein. Et voilà, une petite bouche tout près. D'ailleurs, c'est un peu comme ça pour les chibis aussi. OK ? Si on veut faire un personnage qui grandit, on va éloigner les yeux qui vont devenir de plus en plus petits du nez qu'on va dessiner de plus en plus et de la bouche. Donc, tout ça pour vous dire que là, du coup, la hauteur où vous allez placer le nez dépend aussi de l'âge de votre personnage. En général, on va placer le nez un peu ici, là où tout se rejoint. Mais si vous voulez faire un personnage un peu plus âgé, vous avez juste à baisser un tout petit peu, pas beaucoup. Par rapport au style pour dessiner les nez, c'est un peu comme pour les yeux, vous avez des tonnes de styles différents. Vous pouvez faire un petit trait, un petit triangle, dessiner les narines et un petit peu la cloison nasale. Vraiment, vous faites comme vous le sentez, sachant que pour un personnage masculin, on aura tendance à dessiner un peu plus que pour un personnage féminin. Donc là, bon, je vais faire un petit triangle comme ça. Et la bouche. La bouche, en général, ne dépasse pas, ne pensez pas One Piece, hein, du coup, c'est un contre-exemple. Mais autrement, la bouche ne dépasse pas ces 2 lignes verticales, vous avez vu, non, les guides des yeux et du cou. Donc, on va la placer à l'intérieur, plus petite et arrondie pour un personnage féminin, plus large et serrée pour un personnage masculin. Donc là, encore une fois, ça dépend de ce que vous êtes en train de dessiner, chacun son truc. Et l'important est que ce soit donc symétrique. En général, on a tendance à dessiner donc une ligne qui est celle qui sépare les 2 lèvres et puis une ligne plus arrondie ou moins arrondie en bas pour la lèvre inférieure. OK, donc ensuite, on peut ajouter les cheveux. Alors, je ne vais pas vous montrer les cheveux parce que c'est un peu long et je voudrais vous montrer un peu autre chose. One Piece n'est pas contre nature, mais disons que c'est très exagéré. Après, encore une fois, c'est un style. Hein, mais comme c'est un style un peu particulier, commencez par trouver le vôtre. Donc, juste une recommandation pour les cheveux, c'est que les cheveux ont du volume. Donc, on ne va pas les coller ici sur le crâne. Je vais continuer ma galerie des horreurs. On ne va pas faire ça. Et on ne va pas dessiner fil par fil. On va considérer vraiment qu'il y a tout un volume au-dessus de ce crâne-là, enfin, à moins de faire des personnages chauves, genre Saitama. Ça va aussi, on aime bien les chauves. Mais, hop. Donc, il y a tout un volume que vous allez remplir avec vos cheveux. D'accord? Et les cheveux, ils ont un point central et après, ils peuvent donc suivre la rondeur de la sphère. Il faut vraiment imaginer que la tête est une sphère. D'accord? Donc, hop. Et plus ils sont courts, plus ils auront tendance à partir un peu à droite et à gauche. Plus ils sont longs, plus il y aura de gravité, donc ce sera plus facile qu'ils descendent vraiment tout droit. Okay. Si ça vous intéresse, pendant le confinement, on avait fait un programme d'atelier manga gratuit que vous trouvez sur YouTube. Ça s'appelle Manga Workshop. Donc, je vous l'écris, vous l'avez sur Discord, je vous ai mis le lien. Hop.
Et donc, vous avez vraiment une version un peu plus approfondie pour le visage, pour les yeux, pour les expressions, pour les cheveux, pour plein de choses. Donc, si vous voulez, vous trouvez ça, voilà, vous pouvez continuer un petit peu le dessin de votre personnage, voilà, tout seul, tranquillement. Maintenant, je voudrais passer à un autre point, parce que bon, le dessin, c'est bien sympa, mais c'est un peu une première étape. OK ? La deuxième étape étant l'ancrage. OK, donc, autant pour dessiner, vous pouvez vraiment utiliser ce que vous voulez. Moi, j'utilise un critérium parce que c'est plus propre que d'aller à chaque fois tailler la mine, et une gomme qui fait qu'un résidu. Quand on gomme, ça va laisser qu'un seul petit résidu. Donc, c'est plus facile, c'est plus propre au final. Autant, voilà, il n'y a pas, enfin, ce n'est pas le crayon magique qui va changer votre vie. Donc, vous prenez vraiment ce qui vous convient le plus. Autant pour l'ancrage, c'est un peu plus particulier. C'est vraiment l'une des grosses caractéristiques du manga. Donc, ça, c'est important, vraiment de le voir. Parce que, je vous ai dit, on n'encre pas au stylo. D'accord ? Et alors, autant, encore une fois, dans la... Oups, pardon. Dans la BD, par exemple, franco-belge ou même italienne ou enfin, européenne en général, on a tendance à ancrer avec soit des stylos, effectivement, soit... Pardon, j'ai un câble qui traîne, qui est un peu pénible. Je vais l'enlever. Voilà. Donc, soit avec des stylos, soit avec des pinceaux. C'est quelque chose qu'on faisait aussi avant dans le manga. Donc, bien évidemment, au début, si vous regardez vraiment les premiers mangas, même ceux des auteurs vraiment vieille école qui sont encore en vie, c'est ancré au pinceau. Mais c'est quelque chose qu'on ne fait plus parce que déjà, ça demande une maîtrise quand même du trait qui n'est pas évidente. Et en plus, parce que le trait, il est vraiment épais au final. Enfin, alors, on peut avoir des traits plus fins et tout ça, mais ce n'est pas le but. Ce n'est pas ce qui se fait vraiment le plus dans le manga. Ce qu'on utilise le plus, ce sont des plumes. Donc là, vous allez revenir dans le passé avec moi. On va plonger un petit peu dans le passé avec le petit calepin. Donc, avec des petits outils comme ça, qu'on met sur un porte-plume et qu'on va insérer dans une bouteille d'encre. Je vais peut-être prendre une plume un peu plus large pour que vous voyez mieux. Peut-être que certains d'entre vous, je ne sais pas si vous aimez Bakuman ou d'autres mangas comme ça, peut-être que vous avez entendu parler de la G-Pen. Je pose la question pendant que je prépare. Hop. La fameuse G-Pen. Hop. Donc, la G-Pen, c'est ça. Si j'arrive à montrer, on dirait les trucs de make-up des années. Hop. Voilà, j'espère qu'on voit bien. Donc, pour le manga, on utilise ce type d'instrument pour l'ancrage. Donc, c'est une plume qu'après vous enlevez, comme vous venez de le voir. Vous en mettez une autre plus fine pour les traits plus fins. Pourquoi ça ? Parce que, en fait, cette plume, par rapport à un stylo, elle a une caractéristique qui est vraiment géniale, c'est qu'elle s'écarte. Alors là, je ne suis pas du tout sûre qu'on voit ça à l'écran. Mais vous voyez la pointe, là, je l'ai un peu écartée. C'est bien, j'adore les blagues pourries. Ok, bon. Ok, voilà. Donc, ça, en fait, ça nous permet, du coup, juste d'appuyer pour avoir un trait un peu plus large que le trait qu'on pourrait avoir avec un trait plus fin. Donc, je vais juste vous montrer rapidement. Ok. Du coup, je plonge ma plume jusqu'à la moitié. En général, il y a un petit rond au centre. Je le plonge jusqu'à la moitié, pas tout, parce que sinon, de toute manière, l'encre sèche et ça ne sert plus à rien. Hop. Et du coup, donc je peux faire des traits. Plus je suis légère, plus ça va être fin. Du coup, il faut que je reprenne un peu. Plus j'appuie, plus il faudra reprendre de l'encre, bien sûr. Mais vous voyez, plus c'est épais. Donc ça, c'est exactement
la même plume, c'est juste la pression que j'exerce sur ma main. Plus j'appuie, plus les deux parties donc de la pointe s'écartent et plus, du coup, je peux avoir un trait qui est épais. Alors, les pigments microns. Alors, tout ce qui est petit stylo un peu genre... attendez, je vais vous en montrer. Un peu genre ça, les multiliners. Pas pour le manga. Enfin, pas pour des planches en noir et blanc, des pages d'un manga. On peut les utiliser, par exemple, pour la coloration. Bien sûr, vous avez votre dessin, vous calquez avec ça. Hop. Enfin, vous ancrez avec ça. C'est fait pour. Ça, par exemple, c'est fait, c'est Copic, donc ça tient, ça résiste quand on passe dessus avec des feutres à base d'alcool. Mais ce n'est pas le but. Pour du noir et blanc. Pour du noir et blanc, et même pour la coloration, à la base Copic, ça vient de copie. Le fait de copier, de faire une photocopie, quand on fait la coloration, on fait l'ancrage vraiment avec la plume. Alors, les plumes, quand je vous disais pour le matériel au tout début, alors, nous, on les propose sur Manga Tools, qui est la boutique de l'école. Parfois, vous les trouvez aussi dans des boutiques de beaux-arts. Alors, toujours attention aux contrefaçons chinoises. Je suis désolée, j'aime beaucoup la Chine, mais il y a des contrefaçons aussi des plumes. Alors, une plume coûte 1 €, 1,50 €. Donc, franchement, c'est pas non plus... Voilà, vous n'êtes pas à 10 centimes près. Autant prendre du bon matériel qui fonctionne. Donc, ça, pour les plumes, les 3 marques que je peux vous conseiller sont Nikko, Tachikawa et Zebra. Donc ça, ce sont les marques. Et les 3 proposent, on va dire, les 3 plumes de base. La G-Pen, qui est celle que je vous montre là, celle qui est un peu la plus flexible, celle qui est vraiment hyper utilisée dans le shonen, seinen, même le shoujo, etc. La Maru Pen, qui est celle qui est un peu toute petite et donc qui va nous aider à faire des traits extrêmement fins, par exemple les cheveux, les yeux, etc. Et puis, éventuellement, la Saji Pen, qui est une autre plume qui est plus facile d'accès pour les débutants par rapport parfois à la G-Pen et qu'on utilise aussi beaucoup dans les shoujo ou dans les décors parce que ça permet de faire des traits plutôt homogènes assez facilement. Par rapport à l'encre, ce que je peux vous conseiller, donc ça, ce sont les plumes. Après, il y a d'autres pointes aussi, hein, mais bon, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Pour les encres, je vous conseille Kuretake. Kuretake, par exemple, vous avez cette bouteille-là qui est géniale. Enfin, franchement, c'est l'une des encres les plus utilisées au Japon, dans les académies et par les auteurs, parce qu'elle est très fluide. Donc, ça veut dire que quand vous allez ancrer avec votre plume, ça va être très sympa, ça ne s'accroche pas. Et elle a un rapport qualité-prix qui est exceptionnel parce que ça coûte genre 5 €, donc, et ça dure longtemps. Après, il y en a d'autres, par exemple celle que je vous montrais là. Je vais peut-être la fermer avant d'en mettre partout. Celle-là, elle résiste à l'eau et à l'alcool. Donc, si après ça, vous voulez colorer par-dessus, c'est très bien. Oui, tout à fait, Kuretake fait de très, très belles aquarelles. Je suis parfaitement d'accord. Il y a aussi Kaime. Il y a aussi... est-ce que je l'ai encore? Bon, il y a aussi Pilote, mais alors il faut faire attention parce que Pilote France n'est pas intéressé à importer l'encre pour manga. Donc, ils ont des encres qui sont parfaites pour tout un tas d'autres choses, calligraphie entre autres, mais l'encre pour calligraphie n'est pas de l'encre pour manga. C'est fait pour autre chose. Donc, voilà. Encore une fois, je vous conseille juste de regarder sur Manga Tools, histoire de savoir quel matériel on peut utiliser. Là, c'est vraiment approuvé. C'est du matériel qu'on teste entre profs, qu'on utilise avec nos étudiants. Donc, ce que vous trouvez là, vous êtes sûr que c'est bon pour le manga. Et après, vous allez chercher aussi dans les boutiques de beaux-arts à côté de chez vous. Et comme ça, vous voyez si ça correspond. Vous êtes sûr, vous pouvez l'acheter vraiment
Bon, vous ne connaissez peut-être pas, mais un peu les mains dans les poches. OK. L'encre ne change pas de couleur avec le temps, ça reste bien noir. Alors l'encre pour manga, ça reste, oui, ça reste bien noir. Si c'est pour la coloration, en général aussi, il y a des encres pardon, qui sont plus ou moins brillantes, d'autres qui sont un peu plus opaques. Quand vous faites de la coloration aussi, il faut faire attention, il ne faut pas, en principe, exposer son dessin au soleil. Parce que ça va faire perdre de la couleur et tout ça. Donc, si votre idée, c'est de l'exposer, vous avez toujours des produits. Et là, par contre, vous allez vraiment sur des produits européens, il y a zéro souci pour fixer la couleur. D'accord. Donc, si vous faites des aquarelles, par exemple, et vous voulez les accrocher, vous avez des produits, par exemple, de Sennelier. C'est une marque française nickel. Donc, vous prenez ça, vous fixez la couleur et vous êtes tranquille. Et oui, bien sûr, on peut faire tout à fait du manga avec l'aquarelle. Je pense que vous connaissez tous le studio Ghibli, donc Totoro ou des choses comme ça. Bah, les décors qu'ils font, c'est de la gouache. La gouache, c'est une technique européenne. Donc, il faut être aussi un petit peu fier de ces traditions. On a beaucoup de belles choses en Europe qui sont parfaitement utilisées dans le manga aussi. D'accord. Ah, des cadres avec filtre. Waouh. Je ne connaissais pas ça. Vous voyez, je ne suis pas assez technologique, moi. Je suis restée un peu vieille école. Mais oui, voilà. Donc, vous avez aussi des cadres pour protéger les couleurs. Donc, par rapport à l'ancrage, il y a juste... Donc, je vais vous montrer vite fait ce que ça peut donner sur un dessin, sur un personnage, pour vous donner quelques petits conseils pendant que je fais ça. Donc, ici, j'ai imprimé un dessin avec la couleur cyan. C'est une couleur C-Y-A-N. C'est une couleur qui, oh mon Dieu, il y a des reflets partout. Les pauvres, ça doit être pénible pour vous. Désolée. C'est une couleur qui disparaît une fois qu'on fait une photocopie en noir et blanc ou un scan en noir et blanc. C'est pour ça que quand vous avez aussi le fameux crayon bleu, s'il n'est pas vraiment bleu, mais qu'il est couleur cyan, hop. Bon, c'est très très clair, mais je pense que vous pouvez voir. Donc cette couleur-là, tous les traits que je suis en train de faire là, ils disparaissent après, quand je suis en train de faire mon scan ou ma photocopie. Ok. Donc je continue juste pour vous montrer un petit peu, du coup. Donc avec l'ancrage, vous pouvez vraiment donner un peu de relief à votre personnage. Donc ce qui est important, et c'est pour ça que c'est bien d'utiliser des plumes par rapport à des stylos, c'est que voilà, j'appuie un peu plus et mon trait devient plus épais. Du coup, même sur un dessin qui est assez détaillé, le visage de mon personnage, il va ressortir. Okay, le visage ou d'autres parties, le corps par exemple. Donc c'est un peu ça l'idée avec la plume, c'est d'essayer d'appuyer un peu plus sur ce qu'on veut faire ressortir et d'être très très léger sur les traits qui sont plus voilà, des détails. Alors le scanner ne capte pas le bleu, donc le cyan plutôt. Attendez, je vais écrire parce que ce n'est pas tout à fait pareil. Quand vous faites des scans ou des photocopies en noir et blanc, si vous les faites en échelle de gris ou en couleur, bien sûr, il va le voir. Donc, juste vous vous mettez en noir et blanc et alors là, il n'y a plus de souci. Donc, juste pour vous montrer une autre chose importante par rapport à l'ancrage, c'est qu'il faut tourner la feuille. On est habitué, quand on fait de l'aquarelle, des huiles, etc., à fixer la feuille à la table. Or, ici, ce n'est pas du tout ce qu'on doit faire. Parce que pour l'ancrage, mon Dieu, il y a vraiment un reflet. Pour l'ancrage, l'important, c'est que votre main soit à l'aise. Ce n'est pas la feuille qui doit être à l'aise, c'est vous. D'accord? Donc, vous êtes à l'aise avec un trait comme ça, du bas vers le haut, et ben vous faites toujours la même chose et vous tournez la feuille pour suivre votre main. Si votre main est forcée dans des positions pas pratiques, ben votre ancrage il va pas être terrible. Donc tournez tranquillement. Moi j'ai tendance à commencer toujours par le visage du personnage quand j'ancre un dessin ou même une planche s'il y a un visage. Je ne sais pas pourquoi. Vous pouvez tout à fait commencer par autre chose. Hein. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'ordre particulier à suivre par rapport aux éléments.
En général, donc, les traits à l'intérieur du visage, on les fait avec une plume fine, par exemple la Maru Pen. Là, je suis en train d'utiliser la G Pen. Hop. Mais encore une fois, ça dépend de la taille du dessin, ça dépend de votre style, ça dépend de plein de choses différentes. Au fur et à mesure que vous maîtrisez de plus en plus de plumes, par exemple, vous pouvez aussi en utiliser plus qu'une ou deux par rapport à toute la gamme qui existe. Mais pour faire... j'arrive pas à parler. Pour ça, il faut tester. Donc, il faut se laisser le temps d'apprendre un petit peu. Il faut se laisser le temps de se tromper, de faire des ancrages dégoûtants au début. C'est comme ça, d'en mettre partout avec son encre et sa plume. C'est un peu ça aussi. Hein. Dites-vous que voilà, vous êtes un vrai dessinateur quand vous avez des taches d'encre sous les pieds alors que vous étiez en chaussettes pendant que vous encriez. Ok, donc vraiment, il ne faut pas se mettre la pression. De toute manière, voilà. Il n'y a pas, en fait, dans le manga, comme je dirais partout, mais bon, parfois, on pense que le manga, c'est différent. Il n'y a pas de grande astuce secrète. Ok, il y a quelques outils qui sont spécifiques, il y a quelques techniques qui sont spécifiques, mais après, il n'y a pas le grand secret qui va vous rendre super bon en une nuit. Le seul secret, c'est qu'il faut en faire plein. Vous êtes mauvais en ancrage, bah, il faut beaucoup ancrer. Vous êtes mauvais en anatomie, bah, il faut beaucoup dessiner. C'est tout. Plus vous vous entraînez, plus vous allez vous améliorer. Je sais que ça paraît hyper bête, mais bah, souvent, quand on est même face... bon, je ne vous l'ai pas raconté, mais en général, au mois de septembre, sauf cette année, merci Covid, on part au Japon avec nos étudiants et on a souvent des ateliers donc, avec des mangaka, des auteurs, des assistants, etc. Et l'une des questions qui ressort souvent de la part de nos étudiants, c'est... donc, on montre par exemple un effet et on entend les étudiants demander « Ah, combien je dois en faire avant d'être bon, avant de savoir le faire et tout ?» Bah, plein. Il n'y a pas de chiffre miracle, il n'y a pas de secret. Il faut s'entraîner toute sa vie. Et puis, bah, plus on s'entraîne, plus on devient bon. Et moins c'est pénible aussi. Au début, l'ancrage, ça peut être un peu pénible. Comme tout, hein, le dessin, l'anatomie, les trames, etc. Et bah, au bout d'un moment, on y prend goût, on s'amuse. Et tout devient un peu plus sympa. Ok, donc, bon, je ne vais pas vous embêter avec moi qui ancre pendant 20 minutes parce que c'est pas drôle. Ok, juste, du coup, par rapport aux plumes, retenez quelques petites infos. La première, c'est qu'on ne va pas mettre toute la plume dans le pot d'encre. Il faut y aller doucement. Vous mettez jusqu'à la moitié. Ensuite, n'hésitez pas donc au début à vous entraîner à tester un petit peu l'épaisseur donc de votre plume, le type de trait que vous pouvez faire, plus ou moins fin, plus ou moins épais. Okay, et puis, tournez la feuille tout le temps. Oui, non, il n'y a pas de technique secrète, tout comme l'ordinateur ne dessine pas pour vous. Hein. Donc, nous, c'est pour ça qu'on fait toujours apprendre les techniques d'abord à la main. Mais c'est vrai qu'on entend un peu moins maintenant, mais au début, ah oui, tu as coloré avec l'ordinateur. Ah oui, c'est facile. Ben non, l'ordinateur ne colorie pas pour vous, c'est vous qui colorez. Alors, juste une dernière petite chose que j'aimerais vous montrer. En imaginant toujours donc le processus de... En fait, pour le manga, il faut imaginer un peu de parler d'instruments de musique. D'accord, si vous voulez devenir bon au piano ou à la guitare, bah, faut juste s'entraîner, sinon vous ne serez jamais très bon. Le manga, c'est pareil. C'est en faisant qu'on devient fait. J'adore tes blagues Coloriste Rainbow. Ça y est, on est sur la même longueur d'onde. Alors, la dernière chose que je voulais vous montrer dans l'optique, donc rapidement avant de laisser la plage horaire aux autres. Donc, voilà, on a fait notre dessin, on l'a ancré, c'est très bien. Donc, on imagine que ce soit toute une planche, hein, sinon on n'a pas le temps. Maintenant, dans un manga, vous avez toujours pas que du noir et blanc, vous avez du gris également.
vous avez des ombres, vous avez des textures. Dans certains mangas, un peu moins que dans d'autres, mais c'est juste une question de temps. C'est parce qu'ils ont une semaine pour faire 30 ou 40 planches. En une semaine, on n'a pas le temps de mettre des trames. Mais autrement, on les met. Par exemple, dans les seinen, on utilise beaucoup, beaucoup de trames parce qu'ils ont plus de temps pour faire leurs planches. Donc, qu'est-ce qu'une trame? Une trame, c'est une sorte de feuille, comme ça, adhésive. Là, je vous montre une petite, mais en général, elles font la taille de la feuille, donc c'est une taille B4. C'est plus grand que le A4 et plus petit que le A3. OK? Donc, ce sont des feuilles comme ça. Et si vous observez, j'ai l'impression que ça lag un petit peu. Non, c'est peut-être mon ordi. Bon, hop. En fait, vous avez une partie où il y a une trame qui est, enfin une trame vraiment, un dessin qui est imprimé dessus. C'est la droite que je tiens là, gris. Et une partie, c'est juste une feuille de protection. Donc, la trame, elle sert à quoi? Elle sert tout simplement à mettre du gris sur notre personnage. Du gris ou des effets. Donc, je vais vous montrer un peu rapidement quelques types de trames. Vous avez donc, ça, c'est ce qu'on appelle en général des pointillés. Parce qu'en fait, ce gris, ce n'est pas un gris plein, c'est un gris qui est composé de points. Bon, je pense que ce ne sera pas du tout visible avec, avec le téléphone, mais faites-moi confiance. Et donc, ça permet d'avoir un gris qui n'est pas trop lourd. Okay, si on fait ça, par exemple, souvent la question c'est « Ah, mais pourquoi je devrais utiliser ça alors que je peux faire ça avec un feutre, un marqueur gris ?» Parce que le gris, il serait plein. Alors que là, il y a quand même du blanc. Ça laisse respirer un peu le dessin. Il y a aussi des dégradés avec des versions pointillées ou des versions un peu plus sablées, plus ou moins foncées. Vous avez des effets. Vous avez... Voilà, je vous montre juste comme ça pour avoir quelques idées de... Voilà, il y a vraiment des tonnes et des tonnes de types de trames différentes, de petits arbres, etc. Et donc, tout ça, on peut l'utiliser pour créer des effets, pour donner un peu, entre guillemets, de couleur un autre dessin. Donc, je vais vous montrer très rapidement, comme ça, après, je laisse la place à la battle de dessin. Comment on pose une trame? Alors, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on pose la trame sur le dessin. On prend sa mine bleue. On trace les contours un peu plus larges. D'accord? Parce qu'on ne va pas être précis. Parce que sinon, on arrivera, je vous jure, on n'arrive jamais à remettre pile poil. Hop, donc, on dessine une marge un petit peu plus large. OK, très bien. Donc là, j'ai un peu le buste de mon personnage. Manga Studio, c'est plus économique, oui, mais malheureusement, je dois vous dire qu'on voit très bien quand une personne n'a jamais mis de trame manuelle de sa vie et qu'elle a des trames gratuites sur l'ordinateur parce qu'on en met des tonnes, on les met mal. Voilà, bon, désolée, je suis un peu sèche, mais malheureusement, le problème, c'est que là, c'est vraiment un inconvénient de l'ordinateur et du fait de les avoir gratuitement. C'est qu'on ne sait pas les mettre. Et un professionnel voit tout de suite la différence entre quelqu'un qui a déjà mis des trames manuellement et quelqu'un qui n'en a jamais mis de sa vie. Donc, effectivement, c'est plus économique, mais je vous conseille toujours d'apprendre vraiment, de faire au moins une petite histoire, je ne sais pas, de 8 pages ou 16 pages où vous faites tout à la main. Parce que sinon, ce n'est pas du tout pareil, malheureusement, avec l'ordinateur. Ensuite, on pose sa trame. Voilà, je peux juste y aller avec le doigt. Contrairement, par exemple, aux trames qu'on a pour l'architecture qui sont transférées sur la feuille, ici, c'est juste une sorte d'autocollant qui est posé et que je peux aussi déplacer tant que je ne l'ai pas bien appliqué. OK? Donc, une fois que j'ai bien appliqué, j'enlève les bulles d'air avec une spatule. Ça, c'est très important parce que les bulles d'air, elles vont, une fois qu'on fait, on ne les voit pas forcément à l'œil nu, mais quand on fait un scan, on les voit tout de suite. Donc, il est important vraiment de bien appliquer, d'enlever ça. Pourquoi pas faire avec le crayon? Parce que l'effet n'est pas pareil, tout simplement.
Le crayon, ce n'est pas du tout pareil avec. Alors là, peut-être qu'avec la caméra, enfin la caméra, c'est mon téléphone, hein, donc on voit pas beaucoup, mais quand vous lisez un manga, vous le voyez vraiment. Cet effet qui est un peu pointillé, qui est un peu, vous voyez qu'il y a quand même du blanc entre les petits points qui font le gris. Ah, mais les trames, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le plus compliqué avec les trames, c'est de savoir lesquelles poser et comment les poser. Et maintenant, petite partie délicate, c'est qu'avec le cutter, on va enlever la partie qui est en trop. Et alors là, il faut être délicat. Pour vous dire, tout à l'heure, il y en avait qui se disaient « Ah, je suis nulle, je dessine pas bien en cercle » ou je ne sais pas quoi. Alors moi, la première fois que j'ai mis une trame, j'ai coupé la trame, la feuille et la table en dessous. Donc, ça s'apprend aussi à être délicat. Okay, personne ne naît en étant, voilà, en ayant déjà appris des choses qu'il n'a jamais appris. Donc, vous suivez doucement votre dessin. Hop, hop, hop. Vous enlevez la partie en excès. Hop. Vous pouvez repasser ensuite avec la spatule pour vraiment bien appliquer. Et voilà, en principe, petit à petit, vous ajoutez donc vos trames. Si vous voulez faire des effets avec le cutter, vous pouvez gratter, ce qui vous permet d'enlever certains points et du coup d'obtenir un peu une sorte de blanc sur la trame qui vous permet d'avoir des reflets. Alors là, je fais ça un peu n'importe comment, mais c'est pour vous montrer. Ok. Donc, même une fois qu'on l'a posée, la trame, on peut la travailler. On peut obtenir des effets de lumière par-dessus. On peut superposer une autre trame après, ou la même trame, pour obtenir un effet encore plus foncé. Donc, en vrai, ce n'est pas si compliqué que ça. C'est plutôt amusant, mais encore une fois, il faut se donner le temps de tester, de voir comment ça fonctionne et aussi de faire des erreurs. C'est comme ça qu'on apprend. Ok, donc dites-moi s'il y a encore quelques questions. Sinon, je pense que je vais laisser la place aux autres pour pas trop tarder dans le programme. Si vous voulez et que vous avez des questions, je suis aussi sur Discord dans le stand 71. Je vais peut-être l'écrire quelque part. Donc, si vous voulez me poser des questions ou me montrer vos dessins pour avoir un retour, c'est volontiers. Alors, l'école, le campus, il est en Toscane. Après, on fait des cours en ligne à distance et on est en train de mettre en place aussi le cours académique à distance. Et normalement, ce sera prêt pour la rentrée 2021. Donc, éventuellement, ça peut être depuis votre salon. Et sinon, on faisait des cours à Paris le dimanche, mais là, avec le Covid, c'est un peu chaud. Ce sera en ligne pour cette rentrée. Et sinon, c'est en Toscane, mais vous vivez dans le campus. Donc, finalement, ce n'est pas très important. Je veux dire, vous arrivez et puis vous êtes là tout le temps. Voilà. Bon, j'espère que vous vous êtes amusés, que je vous ai un petit peu réveillé et que vous êtes prêts pour la battle de dessin qui va suivre et les autres interventions. Il y a plein d'intervenants très intéressants. Donc, continuez de suivre le salon. Et je ne sais pas, je vous dis au revoir et à plus tard sur Discord si vous avez des questions.